Je veux commencer par la file d'attente. Avec la file d'attente habituelle, bien réelle, sous le soleil blanc d'Israël, où je me tenais il y a près d'un demi-siècle. À l'époque, l'odeur du plâtre frais des nouveaux quartiers persistait, et pour la plupart d'entre nous, l'hébreu se limitait à une dizaine de mots. Et dans ma poche, il y avait un petit papier avec le numéro de la circonscription électorale. Et voilà ce que je vais vous dire. Je me souviens de cette file d'attente, parce que ce jour-là, c'est sans doute la première fois de ma vie que j'ai soudain compris que ma voix comptait pour quelque chose. Ceux qui sont arrivés en Israël au tout début des années 70, disons entre 72 et 74, ne sont pas venus, pour la plupart, ni pour la charcuterie, ni pour le climat. Le climat était horrible. Nous sommes arrivés, et il reste horrible à mon avis. Nous sommes arrivés en nous frayant un chemin. Chacun qui obtenait l'autorisation laissait derrière lui des interrogatoires et des refus. Un travail perdu, des amis qui avaient peur de nous saluer, et vous savez ce que nous avons apporté dans nos valises, à part 2 casseroles et quelques livres? Certains ont apporté du lin, comme on le disait, d'autres des clous, car on disait qu'ils étaient chers en Israël. Nous avons apporté un savoir précis, ressenti dans notre chair, une connaissance profonde de ce à quoi mène un État qui promet de s'occuper de tout le monde. Honnêtement, nous connaissions le mot « gratuit » et nous en connaissions la valeur. Nous savions qui paie quand on dit « Oh, personne n'a besoin de payer ». Oui, mais celui qui paie, c'est lui qui choisit la musique, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque, en 1977, la droite est arrivée au pouvoir pour la première fois dans l'histoire du pays. Quand Menahem Begin a accompli ce que l'on appelle encore aujourd'hui en Israël d'un seul mot, un bouleversement. C'était entre autres nos voix aussi. Si ma mémoire était bonne, l'écart était d'environ 100 000 personnes. Hier encore, ils parlaient en russe dans les files de l'Ovir, aujourd'hui ils attendent au bureau de vote, toujours en russe. Et presque tous ont voté dans le même sens. Pas parce que nous comprenions la cuisine politique israélienne. Non, nous n'y comprenons rien du tout, mais parce que nous avions été vaccinés. Nous sentions de loin l'odeur de ce dont nous avions fui. Nous détestions le socialisme, pas d'après les manuels. Nous le détestions comme le fait quelqu'un qui a déjà été malade, qui a souffert, qui a failli mourir. J'étais dans cette vague, non pas simple spectateur, mais sur la liste de ceux voulant déménager à Ariel. C'est la première colonie au-delà de la ligne verte, sur une terre que la Société des Nations, et pardonnez-moi ma franchise, donc un ordre venu d'en haut, a donné au peuple juif. Voici votre terre, voici votre terre. Personne n'a jamais annulé cet ordre. Ma signature figurait sur la liste de déménagement. 6e, le 6e. Et honnêtement, il n'y avait rien d'héroïque là-dedans. S'installer sur des collines vides auxquelles tu as droit, ce n'est pas un exploit, c'est du bon sens. Et pour aller là-bas aux répétitions et aux spectacles, ça prenait, disons, 40 minutes, oui. Aujourd'hui, chacun de vous, en Amérique, passe autant de temps à aller et revenir du bureau sans se considérer comme un héros. Moi non plus, je ne me considérais pas comme un héros. Il y avait simplement un endroit où l'on pouvait mettre la main à la pâte, alors on le faisait. Ensuite, il y a eu un déclin. C'est une partie clé de l'histoire, sinon on ne comprend pas la suite. Après cette explosion dans les années 70, le milieu russophone sur la scène politique israélienne s'est calmé. Enfin, elle n'a pas disparu, mais elle s'est calmée. La grande vague des années 90, 1 million de personnes venant de l'Union soviétique déjà dissoute, c'était différent. Elle a donné au pays des ingénieurs, médecins, musiciens et quelques politiciens sérieux. Presque tous se sont aussi levés. Ils se sont levés à droite, mais oui, pour une armée forte, bien sûr, pour l'initiative privée, oui, pour que l'État garde ses mains loin de nos poches. Mais cette ancienne activité idéologique intense, généralisée, capable de renverser le résultat en une seule nuit, n'existait plus. Les gens menèrent leur vie, faisaient 20 carrières, élevaient, tuaient des enfants et remboursaient en m'en va leurs prêts. La politique est devenue un arrière-plan et non plus l'air qu'on respire, et, la main sur le cœur, il n'y a rien de mal à cela. Une société dans laquelle chacun s'occupe de ses propres affaires est justement une société saine. Et maintenant, attention, c'est justement pour cela que j'ai entamé toute cette conversation. Pour la première fois depuis les années 70, il se crée une situation où les anciens soviétiques, les anciens russes, les russophones, oui, peuvent à nouveau décider de l'issue des élections. Eh bien, encore une fois, il y a là 100 000, 200 000 personnes, je ne sais pas exactement combien, capables de faire pencher la balance. De nouveau, une masse critique de personnes, avec un passé commun, une langue commune, une expérience commune.
On pourrait penser que l'histoire se répète, que le cœur devrait tressaillir de joie. Eh bien, attendez, ne vous précipitez pas à tressaillir, car cette médaille a révélé une autre face. C'est étonnant, n'est-ce pas? Il s'avère que la médaille a deux faces. Voici cette face, elle est froide, je dirais, oui. Ces centaines de milliers de personnes qui sont arrivées en Israël ces dernières années ne fuyaient plus Brejnev, mais Poutine. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas forcément les héritiers de ce fameux vaccin. Beaucoup d'entre eux fuyaient une personne précise, un état précis, une guerre précise. Quelque chose de très concret, oui, on a commencé à leur prendre leurs affaires, leurs entreprises, ou autre chose du genre. Et eux, ils fuyaient l'idée même d'un grand état protecteur. Beaucoup d'entre eux ont absorbé cette idée dès le plus jeune âge, mais on la leur a remodelée avec de nouvelles couleurs à la mode, plus progressistes. Et voici le paradoxe qui, pour moi, en tant que vieil homme de droite, enfin, pas si vieux que ça, mais de droite, me met mal à l'aise. La nouvelle vague russe lors des élections israéliennes pourrait produire exactement l'effet inverse. Pas pour la liberté d'expression, pour laquelle nous nous sommes toujours battus, mais pour son étouffement en douceur au nom du bien. Au nom du bien, l'étouffement. Pas pour que l'État se mette en retrait, mais pour qu'il devienne encore plus protecteur. Eh bien plus grand, plus fort, plus envahissant. Le même poids, mais appliqué à l'autre extrémité du levier, et le levier basculera dans l'autre sens. D'ailleurs, un journal israélien très à gauche en a récemment parlé avec un plaisir évident. Je ne vais pas lui faire de la publicité en citant son nom, vous le connaissez déjà. Haaretz, c'est à peu près leur équivalent local de CNN. Et il faut lui faire confiance avec exactement la même prudence, c'est-à-dire lire, prendre note, puis tout vérifier à nouveau. Et diviser ce qui est écrit par 27,4. Voire plus, la presse de gauche ne fait pas que rapporter les nouvelles, elle les façonne. Elle lui donne la forme qu'elle souhaite. Et quand un tel journal découvre soudain avec enthousiasme que les réfugiés de Poutine penchent à gauche et peuvent bouleverser les élections, je n'entends pas un fait neutre. J'entends du journalisme de commande. J'entends à quel point ils aimeraient, vous savez, que cela soit vrai. Et comment ils font tout pour que cela devienne réalité. Et ils vous disent, eh bien tous les vôtres votent déjà là-bas. Pourquoi vas-tu à l'encontre? Oui, eux aussi votent là-bas. Mais en réalité, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent. Et nous avons vraiment besoin d'un gouffre dans lequel des pays entiers sombrent. Ils y sont déjà tombés plusieurs fois. Alors où peut-on tourner? Calculons les conséquences. Calmement, comme nous avons l'habitude de le faire. Eh bien vous et moi, pas sur les émotions, mais sur la marche en avant. Israël se dirige actuellement vers des élections anticipées. La Knesset a déjà voté en première lecture pour sa propre dissolution. Ce n'était pas qu'une formalité, c'est un signal. Quelqu'un est très pressé. On peut se demander pourquoi il est si pressé. Pourquoi maintenant, alors que l'armée avance et ne bat pas en retraite? C'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas le plus agréable, mais c'est le plus intéressant, parce qu'il s'avère que les élections ne sont pas seulement une affaire intérieure d'Israël. Les élections, c'est un levier. Et la main qui s'en approche n'est pas toujours israélienne. Regardez la carte. Il y a quelques jours à peine, les forces de défense israéliennes a pris Bafor, l'ancienne forteresse des croisés dans le sud du Liban. Oui, celle-là même qui se dresse sur un rocher et surveille tout autour d'elle. Ce n'est pas un simple accrochage frontalier, mais la plus profonde incursion en territoire libanais depuis 25 ans. C'est une position avec une vue lointaine. Bien sûr, on veut tirer. Du ciment, une position béton. Quiconque a déjà tenu une carte dans ses mains comprend que celui qui occupe Bafor impose ses conditions. Il ne les écoute pas. Le Hezbollah le comprend parfaitement. C'est pourquoi elle ne souhaite pas se désarmer, même lorsqu'on parle de cesser le feu. Enfin, elle ne veut pas se désarmer pour toute une série d'autres raisons également. Voilà. Alors maintenant, imaginez que les élections amènent au pouvoir ceux qui sont prêts à tout balayer. D'un simple trait de plume sous les applaudissements internationaux pour une belle photo de poignée de main. Céder la hauteur, retirer les troupes, appeler la capitulation un compromis et la retraite une sagesse. Et c'est là que je vais poser ma question. Chacun aura sûrement sa propre réponse. Pourquoi un pays dont l'armée
pour la première fois en 25 ans, a atteint une position stratégique, devrait-il soudainement changer de pouvoir? À qui profite le fait de changer de cheval, non pas au milieu du gué, mais en pleine offensive? On avance à toute allure, comme on dit, n'est-ce pas? Et soudain, il faut changer de commandant de division, ou peu importe comment on l'appelle, n'est-ce pas? Et là, le fil se poursuit, jusqu'au-delà de l'océan. Parce que la gauche israélienne est historiquement liée au Parti démocrate américain. Ce n'est pas du complotisme, mais une vieille amitié ouverte entre les deux camps, jamais cachée. Argent, conseiller, manuel et quartiers généraux communs des deux côtés de l'Atlantique. Si aujourd'hui Trump est à Washington et que la droite israélienne est dans le même bateau que lui, alors pour ceux qui veulent ramener les démocrates à la Maison-Blanche, il serait très utile de retirer le soutien israélien à Trump. Le priver d'un adversaire fort, offensif, victorieux. Transformer une position sûre en une position fragile. Comprenez-vous la logique ? Parfois, les élections d'un pays ne visent donc pas à décider de son sort. Elles sont organisées comme un coup, là, dans la partie de quelqu'un d'autre. Un petit pays est échangé comme un pion, pour le roi sur un autre échiquier. Pas sur celui-ci, mais pour le roi sur un autre échiquier. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a une partie en cours en ce moment. Apparemment, sur votre échiquier, pour que quelque chose se passe sur un autre échiquier. Je ne dis pas que tout se déroule ainsi, je ne suis pas dans leurs quartiers généraux. Mais je vous demande une chose. La prochaine fois qu'on vous montrera un reportage émouvant sur des réfugiés fuyant la dictature, qui choisissent la liberté et la paix, posez-vous 3 questions simples. Les mêmes questions que nous nous posons sans cesse. À qui cela profite-t-il? Qui paie pour cela? Et il faudra enlever à quelqu'un sa terre, sa défense, son droit de parole, juste pour que la belle image soit complète, parce qu'il y a une règle à laquelle je ne déroge jamais. Si pour réaliser un projet, il faut prendre à une personne, sans son consentement, sa propriété, sa liberté ou sa vie, alors ce projet est mauvais. Prendre à une seule personne pour rendre 1 million d'autres heureux reste mauvais. Il y a 50 ans, debout dans cette file, sous le soleil, nous avons voté pour qu'on cesse de nous prendre ce qui était à nous. Pour le droit de parler, pour le droit de construire, pour le droit de posséder, pour le droit de vivre. Aujourd'hui, nous, les russophones de l'étranger, sommes à nouveau assez nombreux pour faire pencher la balance. En Israël. Et toute la question est, de quel côté notre main va-t-elle s'abaisser? La même main, le même poids. Mais maintenant, elle peut laisser tomber le plateau dans une direction différente de celle que nous avions choisie. Au fait, voulez-vous savoir comment on façonne les lecteurs qu'il faut à partir de vous? C'est très intéressant. Il y a une technologie. Prenez cette même note sur laquelle vous avez ri la dernière fois. Eh bien, souvenez-vous, un journal très à gauche annonce avec enthousiasme que les réfugiés russophones penchent à gauche et vont bouleverser les élections. Ah! Nous ne discuterons pas aujourd'hui si elle a raison. Nous ferons quelque chose de plus intéressant. Nous allons la disséquer, comme un ajusteur ouvre un boîtier pour examiner les rouages, car dans un tel article, il n'y a généralement aucun mensonge. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Vous vous demandez sans doute comment peut-il ne pas mentir. Gardez cette idée en tête dès le début. C'est la clé de tout. Ce n'est pas le mensonge qui trompe le plus. C'est la vérité qui trompe, mais arrangée dans le bon ordre et présentée sous le bon angle. Un journal n'a presque jamais besoin de mentir. Il lui suffit de décider quoi montrer en premier, quoi montrer en 10e position. Et ce qu'il ne faut pas vous montrer du tout. Et une personne vivante, avec toute sa complexité et ses contradictions, avec ses doutes et courants, il devient sur le papier une petite silhouette soignée avec une étiquette sur la poitrine. Les lecteurs idéal. Laissez-moi vous montrer où passent les coutures. Il n'y en a pas beaucoup. Une fois que vous apprenez à en voir un, vous apprenez à tous les voir. Donc, voici la première couture. Ceux qu'on choisit comme héros. L'article commence presque toujours par un visage. Par Anna qui a fui Saint-Pétersbourg, pleure, parle de son amie restée en prison. Et elle dit que ce qu'elle craint le plus au monde, c'est le retour de l'autoritarisme. La belle, vivante, authentique Anna. Il n'y a qu'une seule question. Personne ne posera cette question. Mais combien d'Anna y avait-il? Pourquoi le journaliste a-t-il choisi celle-ci? Pourtant, il a parlé à une 20aine de personnes.
Parmi eux, il y avait aussi ceux qui fuyaient porter Poutine, mais qui ne supportent pas le socialisme non plus, exactement comme vous et moi. On ne les a pas cités. Anna a été placée au premier épisode. Personne n'a menti, c'est ce qu'elle a dit. Voici le tour de magie, sur lequel repose la moitié de la presse mondiale. Un cas particulier. On le met sur la tête de tout le groupe, comme un chapeau. Une Anna devient le visage d'une génération, le visage de centaines de milliers, le visage et ainsi de suite, n'est-ce pas? Bien qu'elle ait été choisie précisément parce qu'elle dit commodément les mots dont le journal a besoin. Deuxième étape. Substitution d'étiquette. Regardez bien mes mains. La personne a dit « J'ai peur de Poutine », mais dans le titre, cela s'est transformé en « Il penche pour le camp libéral ». Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a un fossé entre ces deux phrases. Ils ont sauté par-dessus. On a aussi oublié de préciser qu'ils avaient en sauté. Fuir un dictateur et vouloir plus d'État, plus d'impôts, moins de liberté d'expression au nom du bien, ce sont deux grandes différences. Je dirais même 4 grandes différences. Je suis moi-même une preuve vivante. J'ai fui le totalitarisme précisément parce que je voulais moins d'État, pas plus. Mais le journal a besoin que ces deux sentiments se confondent en un seul. Et il les colle ensemble. Oui, là, elle a craché un peu, elle a appuyé, elle a collé. Discrètement. Dans une proposition subordonnée, là où l'œil glisse sans s'arrêter. Un mot a été remplacé. La personne, sans s'en apercevoir, a voté pour quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas envisagé. C'était la 3e couture de Chauve. Le dénominateur a disparu. Numérateur, dénominateur, oui. Des centaines de milliers s'inclinent. Parfait. Des centaines de milliers, c'est combien? Et s'inclinent, c'est sur quelle question? Qui a été interrogé? Quelle était la question? Et là, un silence étonnant s'installe. Parce que si la question était « Êtes-vous contre Poutine ?» Oui, vous et moi signerions sous cette question et serions dans la même catégorie. Il penchant à gauche. Bien qu'à gauche du centre, chez nous, il n'y ait jamais rien eu de vraiment de gauche. Grand, donc un nombre sans dénominateur, ce n'est pas un fait. C'est de l'hypnose, c'est du vaudou. On vous montre le numérateur, la partie du haut, des centaines de milliers, et on cache le dénominateur. Sur 130, c'est 137 milliards ou quoi? Sur combien? Selon quelle mesure? Avec quelle marge d'erreur? Pourtant, la vérité est précisément dans le dénominateur. Demandez toujours « sur combien ?» C'est une question qui démolit 9 articles sur 10 dix. La 4e couture. Un adjectif à la place des faits, c'est mon préféré. Personnellement, mon préféré. Comptez dans n'importe quel article de ce genre les mots d'évaluation. Progressiste, modéré, marginal. Oh, celui-ci est mon préféré. D'extrême droite. D'un autre côté, un expert respecté. D'un troisième, un homme politique controversé. Waouh! En un instant, l'attitude envers ces paroles se forme. N'est-ce pas? Chacun de ces adjectifs tire une conclusion à votre place que vous n'avez ni donnée ni faite. Remarquez, le journal qualifie ses propres héros de modérés, progressistes et les autres d'extrêmes et controversés. Pourtant, ce sont les mêmes personnes, juste de chaque côté. Cet adjectif, c'est une sorte de contrebande. Voilà, il apporte une opinion sous couvert de description. Enlevez tous les mots d'évaluation de la note et relisez ce qui reste à nu. Très souvent, il s'avère qu'il n'y a que 2 lignes de faits et tout le reste, eh bien, c'est étalé. Chauve en était à sa 5e. L'interlocuteur absent. Qui manque dans la note? Qui n'est pas là? Où échouait le russophone de droite qui a fui le même Poutine, mais qui vote pour une armée forte et des impôts bas? Et il n'est pas mentionné dans la note. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. Oh que si, il existe bel et bien. Vous et moi le savons très bien. Nous le regardons dans le miroir, mais il n'est pas là, parce qu'il dérange, il gâche l'image. La chose la plus forte dans le texte, c'est la voix qui n'y est pas. Qu'on a interdite là-bas. Janju Hiero censuré. On l'a fait taire comme on dit chez nous, non? Apprenez à entendre le silence à la place de l'interlocuteur supprimé. L'interlocuteur, c'est en fait un opposant. Demandez-vous, qui aurait dû s'opposer ici, et pourquoi a-t-on oublié de l'inviter? Suture numéro 6, c'est probablement la plus importante. Mais pourquoi maintenant? C'est notre question préférée à vous et moi, celle que nous posons à tout ce qui existe.
Une note sur les électeurs russes, susceptible de faire basculer les élections à gauche, aurait pu sortir à tout moment ces 3 dernières années. Facile, non ? Pourquoi sort-elle cette semaine ? Que se passe-t-il actuellement ? Et en ce moment même, Israël fonce vers des élections anticipées. L'armée occupe une hauteur qu'elle vient de prendre. Et il est très important pour certains que le futur électeur croie d'avance que nous pensons tous de la même façon et que nous pensons exactement ainsi. La nouvelle ne répond presque jamais à la question de savoir ce qui s'est passé. Elle répond à une question bien plus importante. Mais qu'est-ce qu'on attend de nous, vous et moi ? Une coïncidence dans le temps, ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature du commanditaire. Seulement, elle n'est pas très visible pour nous. Désolé, on a juste servi d'instrument. 6 points de suture. Et maintenant, les 15 minutes promises. Je vais résumer tout cela en 3 questions que vous pouvez poser à n'importe quelle information au monde, que ce soit sur les élections, la guerre, une nouvelle loi, peu importe. Notez-les quelque part où vos yeux tomberont dessus. Question numéro 1. Qu'est-ce qui est un fait ici et qu'est-ce qui est une supposition déguisée en fait ? Prenez un crayon. Un vrai physique, prenez un crayon. Et soulignez dans la note uniquement ce qui peut être vérifié, c'est-à-dire une date, un chiffre avec une source. Ce serait bien aussi de vérifier cette source, les citations directes entre guillemets. Tout le reste, c'est moi qui m'en occupe ensuite, en fait. Je vérifie aussi si c'est vrai, mais bon, tant pis, au moins ça. Tout le reste, ce sont des adjectifs. Enfin, moi. Eh bien, selon les experts, d'après les analystes, on penche de plus en plus. Rayez ça. Regardez ce qu'il reste. D'habitude, il ne reste qu'un squelette bien plus court, et c'est sur lui que vous devez juger. Que dois-je faire ? Je prends ce squelette, je le soumets à une intelligence artificielle et je demande « Est-ce que c'est vrai ? Et vous savez quoi ?» J'aimerais dire que dans 50 cas sur 50, je dirais non. Dans environ 80 cas, on me dit « Ah !» Pas vraiment. Et il me montre où on m'a complètement menti, où c'est la vérité, et où on a menti, mais pas totalement. Pas du tout, pas du tout. Deuxième question. À qui cela profite-t-il, et où ira l'argent du pouvoir à cause de cela ? N'est-ce pas vrai ? Demande-t-il. Hein ? Là-bas, le garçon pose beaucoup de questions. Et ça, qu'en penses-tu ? Est-ce vrai, hein ? Mais la vraie question est ailleurs. Qui va gagner si j'y crois ? Si l'article vous convainc que les russophones vont pencher à gauche, qui reçoit le prix ? Le parti de gauche qui a besoin de la participation. Ou bien il faut que la droite ne vienne pas, en croyant que tout est perdu. Les journaux doivent en créer un sentiment d'inévitabilité. Et ensuite, tout s'enchaîne. Là-bas, de l'autre côté de l'océan, il y a ceux à qui il est avantageux d'affaiblir la droite israélienne en même temps que leur allié américain. Demandez-vous, est-ce qu'on me ment et sur quel compte l'argent a-t-il commencé à arriver ? Troisième question. Eh bien, c'est notre question principale. Que propose-t-on de retirer et à qui ? Allez au fond de l'intention que l'article essaie de faire passer, et voyez s'il faudra, pour le réaliser, retirer quelque chose à une personne, à l'État, à des gens, à un groupe. Sans leur consentement, leur propriété, leur liberté, leurs paroles, leurs droits. Si c'est le cas, alors fermez. Si c'est mauvais. Si c'est le cas, alors l'intention est très mauvaise. Je le répète, même si l'on retire quelque chose à une personne pour en rendre 1 million heureux, cela reste mal. Et aucune touchante Anna, dans le premier paragraphe de cette règle, n'y changera rien. Donc, 3 questions au total. Qu'est-ce qu'un fait ? À qui cela profite-t-il ? Qu'est-ce qu'on enlève ? On enlève, c'est-à-dire sans permission, bien sûr. Oui, on ne prend pas, on ne demande pas. On enlève, on confisque, on prend, on vole, comme tu veux. Parcourez-les et 15 minutes suffiront pour que n'importe quelle note, même la plus lisse, la plus attendrissante, s'ouvre devant vous comme, je ne sais même pas, comme un coquillage avec son mollusque. Et pour finir, ce sans quoi toute cette analyse serait incomplète. Certains d'entre vous pensent peut-être, puisque c'est un journal, il ment par la manière dont il présente la vérité, peut-être faudrait-il l'interdire. Non, 1000 fois non. Il y a plus de 300 ans, un Anglais nommé Melton a écrit quelque chose que je vous demande de retenir. Que la vérité et le mensonge s'affrontent à ciel ouvert. Qui a déjà vu la vérité perdre dans un combat loyal ? J'ai déjà cité et déjà dit, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie, que la vérité gagne toujours, mais il le faut. Il faut se battre et débattre, pas interdire.
ce sont eux qui interdisent. Le remède à un journal biaisé n'est pas de le museler, mais d'avoir un lecteur vigilant. Il ne s'agit pas de leur interdire de façonner les lecteurs qu'ils veulent, mais de faire en sorte que leur manipulation ne fonctionne plus, que le plus de gens possible voient l'acte de la couture. Et quand on voit la couture, le tour cesse d'être un tour et devient simplement un tour de passe-passe, qu'on observe avec indulgence et amusement. Alors mettons-nous d'accord là-dessus. La prochaine fois que vous ouvrirez une actualité, ne vous demandez pas si c'est vrai ou non, demandez-vous « Où est la couture ici ? Où est la couture ici ? Et vous savez ce que je vous promets ? Très bientôt, plus tôt que vous ne le pensez, sans que vous vous en rendiez compte. Vous n'aurez même pas besoin de le chercher exprès, votre regard s'y accrochera tout seul. Même maintenant, je ne comprends pas, j'ai cette sensation, je les lis, et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je relis, ça semble correct, mais il y a quelque chose, je vérifie, et c'est sûr, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et ça, croyez-moi, pour une personne d'âge moyen à un peu plus âgée, c'est l'une des sensations les plus libératrices au monde quand on ne peut plus te manipuler. Eh bien, à travers tes propres émotions, les émotions et les sentiments. Maintenant, donc, allons vers la fin. Un homme a dit, un homme a fait, j'ai promis. Donc, on ne prend pas un journal abstrait, mais un journal concret, récent, que vous pouvez ouvrir tout de suite. Haaretz, eh bien, celui-là même, oui, le 3 juin le titre. Je traduis littéralement, Bennett jure d'annuler les lois du chaos et du pillage du gouvernement Netanyahou lors du prochain Knesset. C'est-à-dire, une seconde, les lois du chaos de Netanyahou. Le gouvernement a mené au chaos et au pillage, le gouvernement de Netanyahou a mené au chaos et au pillage. Et sous le sous-titre, Israël est sur la voie du suicide, a déclaré Bennett, critiquant sévèrement la relation de l'État avec les ultra-orthodoxes. Un ultra-orthodoxe, c'est une personne qui croit en Dieu. Eh bien, il croit en Dieu, ce qui est écrit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas celui qui dit « ça, j'y crois, mais ça, je n'y crois pas, ça, je vais le faire ». Ce sont simplement des gens qui disent « puisque je crois en Dieu, alors je crois en Dieu ». N'est-ce pas ? Pendant ce temps, Lapid a déclaré que dans quelques semaines, Eisenkot annoncerait son entrée dans leur parti. Un excellent support pour notre cours sur la détection des coutures. Bibi les élections, la guerre au front, tout dans le même paquet. Prenons un scalpel. Tout de suite, un accord. Je ne dirai pas si Bennett a raison ou Netanyahou est bon. Je ne m'intéresse pas aujourd'hui à savoir lequel est le plus sympathique. Autrement dit, cela m'intéresse, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, seule la façon dont l'article est réalisé professionnellement m'importe. Passons donc à nos 6 points de suture. Premier point, le héros choisi. Qui est en première ligne ? Bennett. Vivant, prêt à parler avec une citation percutante. Il est le visage. C'est la personne principale de ce texte. Où est-ce le visage de l'autre côté ? Où est la personne vivante du gouvernement Netanyahou qui regarde la caméra et répond « Aucun. Ce n'est pas un vol, et voici pourquoi. Et il n'y en a pas là-bas. » Le côté que le journal n'aime pas est privé de visage. Elle n'est présente que comme gouvernement, comme une cible sans visage, sur laquelle il est très commode de frapper. Souvenez-vous, celui qui a un nom, des yeux et une citation dans l'article est un héros. Celui qui n'a qu'une fonction et une accusation est désigné comme coupable. Et cette répartition des rôles n'est pas décidée par la réalité. C'est le rédacteur en chef qui le fait. Ce n'est pas la réalité, mais le rédacteur en chef. Il est aussi censeur et cumule donc les 2 fonctions. Deuxième point, substitution d'étiquette. Et là, il est excellent. Regardez encore une fois le titre. Les lois du chaos et du pillage. De qui sont ces mots ? Ce sont les mots de Bennett. C'est son slogan de campagne, son évaluation, sa peinture de guerre. Et le journal ? Il prend cette matraque partisane et la met directement dans le titre, sans guillemets. C'est-à-dire ce n'est pas chaos et pillage, entre guillemets, comme si c'était l'opinion d'un homme politique, mais un fait établi, un diagnostic, un tampon dans le passeport. Ce sont ces journalistes qui m'interviewent. Comme aujourd'hui, il y en avait un gars formidable, il m'a interviewé, je l'aime beaucoup, d'un homme politique, donc ukrainien, et Vassili qui m'a dit « Eh bien, là-bas ». Et comment réagissez-vous au fait que Rubio a fait une déclaration pompeuse ? Et là-bas, au Sénat, où je ne me souviens plus, au Congrès, je ne me rappelle plus, oui.
Il a fait une déclaration pompeuse, c'est-à-dire il a préparé le public à l'idée que quelque chose avait été mal fait, donc en fait toutes les administrations, y compris Rubio. Il parlait de façon pompeuse, au lieu de dire qu'il a dit quelque chose de façon absolument claire et ferme, quelque chose comme ça, avec emphase. Vous voyez bien l'astuce, non ? L'évaluation d'un joueur vous a été présentée comme une description de la réalité, et le deuxième mot, plus doucement, dans le sous-titre, le gouvernement sortant. Sortant. Les élections ne sont pas fixées ni tenues, les voix non comptées, mais le journal a déjà enterré le gouvernement. D'un seul adjectif, elle a scellé le résultat, elle l'a prédéterminé. Ce n'est pas un reportage. C'est une légère poussée pour vous orienter dans la bonne direction, en croyant agir de vous-même. D'accord, le chauve, troisième. Troisième chauve, disparu du dénominateur. Ici, ce n'est pas juste un mensonge, il y a un vide. Cherchons des notes, un chiffre. Une question. Combien de sièges ont les partis de Bennett et Netanyahou ? Selon quel sondage et quelle marge d'erreur ? 0, rien. Israël est en train de se suicider. Et ONA prévoit où sont les données qui montrent que le pays est sur cette voie. Il n'y en a pas. Quoi, il y a un problème avec notre économie ? Non. On a une pandémie tellement grave que tout le monde meurt, c'est ça ? Oui. Et on ne les soigne pas. Où sont les données prouvant que le pays suit cette voie ? Il n'y en a pas. Ici, une métaphore marquante remplace les statistiques. C'est, mes amis, un grand classique. Plus l'adjectif est aphore, plus les chiffres sont silencieux. On pourrait presque en faire une chanson. Plus l'adjectif est aphore, plus les chiffres sont silencieux. Par chiffres, j'entends les faits et tout le reste. Quand on vous montre le suicide, le chaos, le pillage, et qu'il n'y a aucun chiffre, aucun nombre, vous savez, les chiffres ne jouent probablement pas en leur faveur. Soit ils n'ont pas du tout été comptés, ils ont juste été inventés de toutes pièces. On ne peut pas vérifier une métaphore. C'est justement pour ça qu'on l'aime. C'était le quatrième chauve. Il n'y a pas d'interlocuteur, et ici cette absence est double. Ce qui est rare, regardez bien, on n'a pas donné la parole au gouvernement Netanyahou, c'est déjà noté, mais il y en a un second, identique. Lapid déclare qu'Eisenkot, le célèbre général Figora, annoncera dans quelques semaines son entrée dans le parti. Autrement dit, on rapporte ce qu'une personne a entendu d'une autre, qu'il a elle-même entendu d'une troisième, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Eisenkot l'a-t-il confirmé ? Ses propos n'apparaissent pas dans l'article. Les gens adressent une déclaration forte à autrui. Enfin bon, voilà, oui. En réalité, c'est assez faible de leur part. D'habitude, les journaux et magazines, ils faisaient quoi ? Ils appelèrent. Lapid parle pour Eisenkad, et le journal en fait une actualité. Soudain, une personne apparaît sur la liste sans avoir forcément accepté d'y être. N'est-ce pas ? Mais il y a déjà des fissures qui commencent à apparaître entre certaines personnes, n'est-ce pas ? Et les gens disent « Oh, eh bien, si c'est lui, n'est-ce pas ?» Entendez-vous le silence à la place des deux voix coupées ? C'est le son le plus fort dans ce texte. Que contient la cinquième ? Et pourquoi le 3 juin ? Notre question préférée, pourquoi cette note est-elle sortie cette semaine et pas un mois avant ou après ? Car c'est justement en ce moment que la Knesset fait avancer la loi sur sa dissolution. L'horloge des élections tourne déjà. Et maintenant, c'est l'autodissolution. Le moment le plus propice pour créer un sentiment d'inévitabilité. Pour que l'électeur, avant même d'arriver à l'urne, ait déjà en tête l'image suivante, le gouvernement s'en va, l'opposition rassemble une équipe de stars et l'issue est déjà décidée. La note n'est pas sortie quand quelque chose s'est passé. Elle est sortie quand on avait besoin de quelque chose de vous. Il faut que vous croyiez au résultat à l'avance. Et la coïncidence avec le calendrier électoral n'est pas une coïncidence. Messieurs, c'est un planning, un plan réfléchi à l'avance pour savoir quand dire quoi. Eh bien, le chef était le 6e. Et là, je veux être totalement honnête avec vous. Mince, ce n'est pas un gauchiste, c'est important. Il est de centre droit. Et une personne qui ne s'y connaît pas dira « Léon, mais comment ce journal peut-il être de gauche alors qu'il soutient la droite ?» C'est ainsi que ça fonctionne, c'est toute la subtilité. Le journal n'a pas besoin d'un gauchiste, mais d'un anti-Netanyahou en ce moment. Comme ici, anti-Trump. Peu importe qui, du moment qu'il s'oppose à Bibi. Aujourd'hui, Bennett est le bélier idéal. C'est lui qu'on porte au nu. Le journal ne soutient pas une idée, il soutient le résultat souhaité. Les idées, la politique et les slogans sont des outils pour obtenir un résultat.
Aujourd'hui, Bennett convient, demain ce sera un autre, puis Bennett sera mauvais. Ne vous attachez pas aux étiquettes gauche ou droite quand vous lisez la presse. Regardez quels résultats la presse cherche à façonner. Les résultats sont son véritable parti. Ils ont trouvé 6 points de suture. 3 questions maintenant, méthode express, revue de la note en 1 minute. Première question. Quel est le fait ici et quelle était la supposition présentée comme un fait? Prenons un crayon. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? Exactement 2 choses. Bennett a prononcé ces mots le 3 juin et Lapide a prononcé ceci. C'est tout. Le reste, c'est chaos, pillage, suicide, et Zincott va intervenir. Ce ne sont que des prévisions de quelqu'un. Soulignez le fait, et il ne reste que 2 phrases. Celui-ci a dit, celui-là a dit. Ce n'est pas certain qu'il ait dit cela, mais peu importe. Un tel a dit, un autre aussi. Tout le reste n'était que des touches sur la toile. La phrase est longue, mais l'essentiel tient en 4 mots. Deuxième question. À qui profite le fait que vous y croyez? Faisons le compte. Les bénéficiaires. Premier groupe, Banat, Bennett et Lapide, ils ont obtenu une affiche électorale gratuite sur une demi-page d'un journal respecté dans certains cercles là-bas. Et ils n'ont pas payé de leur propre budget. Deuxième bénéficiaire, le journal lui-même. Elle crée une atmosphère d'inconfort, celle d'un départ inévitable de Netanyahou, et l'atmosphère influence le choix électoral tout autant que les programmes. Et le troisième. Par un fil lointain, là-bas de l'autre côté de l'océan, il y a ceux à qui un camp de droite israélien affaibli est très utile en ce moment. La dernière fois, nous avons déjà tiré sur ce fil ensemble. Demandez-moi, est-ce qu'on ne me ment pas, hein? Sur quel compte ça tombe? Nie. Est-ce qu'on me trompe? Et sur quel compte? Ça tombe. Bon, la troisième question, la plus importante. Allons droit au but et demandons ce qu'on propose d'enlever à quelqu'un. Et là, attention, il y a un piège pour les inattentifs. Le mot même de vol dans le titre donne l'impression que ce n'est pas Tanyaku qui prend quelque chose à quelqu'un. Mais peut-être que c'est le cas. Je ne défends pas ces lois. Honnêtement, je ne les ai même pas vues. Mais une personne honnête pose aussi la question. Bennett promet d'abroger des lois. Lesquelles, et son programme, enlève-t-il quelque chose à quelqu'un? Il enlève sans demander. Plus d'impôts, plus de coercition au nom du bien commun. Pas un mot à ce sujet dans la note. Elle vous a donné Climoc, elle n'a pas laissé vérifier le vol d'un côté, elle n'a pas laissé vérifier de l'autre, et notre règle ne fait pas de favoritisme. Même si nous aimons. C'est vrai de loin, mais nous aimons Tanyaka. Peut-être qu'en étant proche, il l'est moins, mais il me semble qu'il l'est plus. Pour réaliser un projet, peu importe lequel, Bennett ou Tanyaka, il faut enlever quelque chose à quelqu'un. Si sans son consentement, on lui enlève sa propriété, sa liberté ou sa parole, le projet est mauvais. Et un bon politicien qui vole avec élégance selon cette règle n'est pas meilleur qu'un mauvais. Préférez-vous être volé par un bon voleur ou un mauvais voleur? Souhaitez-vous qu'il soit un bon ou un mauvais homme de famille? Moi, ça m'est complètement égal. Honnêtement, je veux juste qu'il ne me vole pas, c'est tout ce que je demande. Une note, 6 points de suture, 3 questions. 15 minutes sans se presser. Lecture au scalpel. Notez ce que nous avons fait ou non. Nous n'avons pas dit « arrêtement ». Ne lisez pas « arrête ». Au contraire, lisez. Il y a plus de 300 ans, Milton expliquait déjà la vérité. Il ne faut pas protéger en cachant le mensonge. Qu'elle l'affronte directement. Nous ne bâillonnons pas le journal. Nous cessons simplement d'être cette matière malléable à partir de laquelle il façonne les lecteurs dont il a besoin. Le journal a parfaitement le droit d'essayer. Et maintenant, vous avez quelque chose de mieux que son droit. Vous avez l'œil. Et quand le lecteur a l'œil, même le rédacteur le plus habile du monde travaille dans le vide. C'est tout pour aujourd'hui. Souhaitons bonne chance aux Israéliens et à nous aussi. Dans la nôtre. À notre victoire. Oui, nous allons boire à notre victoire. Merci.